Michel Goya, 11 novembre, première. Eh bien, le 11 novembre 2019, on va fêter les 101 ans de l'armistice de la Grande Guerre. Donc le 11 novembre, c'est l'arrêt des combats. Ce n'est pas la fin des combats, c'est pas la fin de la guerre, pardon. La fin de la guerre avec l'Allemagne, ce sera le 28 juin 1919. Donc officiellement, la guerre s'arrête avec l'Allemagne ce jour-là. Et même le traité entre en vigueur, d'ailleurs, en janvier 1920. Donc en droit, la guerre s'arrête à ce moment-là. Mais bien évidemment, le 11 novembre, c'est la date importante, puisque c'est là que, on arrête les combats, puis deux, l'Allemagne reconnaît de fait sa défaite. Oui, le processus commence en réalité à la fin du mois de septembre, lorsque les Allemands se rendent compte qu'ils n'ont plus aucune chance de gagner la guerre, ni même de la perdre dans de bonnes conditions, on va dire. Leurs alliés, la Bulgarie, l'Autriche, l'Autriche-Hongrie, la Turquie, sont en train de les abandonner. Sur le front de l'Ouest, les alliés sont en train de mener une très grande offensive qui est en train de briser complètement l'armée allemande, avec l'armée française en première ligne. Hein. C'est l'armée française qui porte le plus gros du combat. C'est à ce moment-là l'armée la plus importante, la plus moderne aussi du monde. Donc les Allemands et le grand état-major allemand se rendent compte qu'il ne peut plus gagner. Et sa dernière manœuvre, finalement, c'est de sauver ce qui reste un peu de l'armée allemande et de faire porter un peu le chapeau aux civils de tout ce qui s'est passé. Donc ils se mettent en retrait et ils disent aux civils, ben voilà, on va changer, il y aura un gouvernement civil et à vous de mener les négociations avec les alliés. C'est ce qui se passe avec les Américains d'abord, enfin, le président Wilson, puis les alliés, qui eux-mêmes disent, ben écoutez, nous, on laisse aux militaires le soin de fixer les conditions de l'armistice. Donc sous la direction du maréchal Foch, qui est le généralissime des armées alliées à l'Ouest, on fixe un certain nombre de conditions extrêmement dures et qui vont empêcher l'armée allemande de continuer la guerre. Alors, il y a un petit débat qui se fait à ce moment-là. Est-ce qu'il faut continuer véritablement? Est-ce qu'il faut accepter cette demande d'armistice tout de suite? Bon, en réalité, tout le monde est à peu près d'accord pour arrêter à ce moment-là. Donc, on demande aux Allemands de livrer une grande partie de leur matériel, tous leurs navires, etc. On demande d'évacuer tous les territoires qu'ils occupaient, y compris l'Alsace-Lorraine, et les armées alliées vont occuper toute la Rhénanie jusqu'au Rhin, et même avoir des têtes de pont, le temps que les négociations de paix, en réalité, arrivent à leur terme avec le traité de Versailles. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le 11 novembre marque l'arrêt des combats, on continue de mener des opérations par la suite. L'armée française est sur le pied de guerre officiellement jusqu'au mois d'octobre 1919. Le décret officiel français disant la guerre est finie, c'est octobre 1919. Et donc jusque-là, on est sur le pied de guerre. La délégation allemande arrive le 9 novembre au niveau de La Capelle, donc c'est rejoint la première armée française où là elle est accueillie. À ce moment-là, toutes les opérations sont gelées. On demande à tout le monde d'arrêter les opérations. Certains vont continuer de leur propre initiative. Il y aura encore des combats à Sedan jusqu'au dernier jour, des combats complètement stupides, en particulier entre Américains et Allemands qui vont se battre jusqu'à la dernière heure, jusqu'à ce que le clairon de la Luc, c'est lui qui va officiellement, les Français, et puis c'est lui qui va sonner à 11 h le 11 novembre, du 11e mois, va sonner la fin des combats. Voilà. Mais il faut comprendre que à ce moment-là, en réalité, les combats, il n'y a déjà pratiquement plus. Quoi. Il y a des comptes rendus où on dit, ben voilà, il n'y a plus, l'armée allemande ne combat plus quoi, à ce moment-là pratiquement, sauf que certaines poches isolées, et que certains disent, voilà, le 11 novembre, certains sont déçus, ils disent, voilà, il n'y a plus rien devant nous, continuons, il n'y a plus que des déserteurs devant nous, continuons. Et on leur dit non, là on va arrêter les frais, on va arrêter les pertes, et ça suffit comme ça. Mais encore une fois, tout ça restera dans les esprits. 1945, on va dire, on va aller jusqu'au bout. Et là, il n'y aura pas de coup de poignard dans le dos, on va écraser complètement l'armée allemande, on va obtenir la capitulation de l'armée allemande, on va même écraser l'Allemagne en réalité sous les obus, et pour éviter que cette guerre finalement assez mal finie
recommence en réalité, qu'on recommence toute cette période transitoire, extrêmement longue, extrêmement trouble de 1918 et de 1919. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle on accepte de faire l'armistice le 11 novembre et de ne pas continuer le combat jusqu'à la destruction véritable de l'armée allemande, complète en tout cas, c'est que les Français sont en position de force. On se dit que si la guerre continue en 1919, ce sont les Américains cette fois qui seront en volume, qui seront très importants, et donc la paix sera plutôt une paix plus américaine. Donc on arrête au moment où l'armée française domine, et effectivement elle domine pas seulement par le nombre du côté allié, mais surtout elle domine parce que c'est la plus moderne de toutes les armées du monde. C'est l'armée, par exemple, qui est la plus motorisée au monde. On a 80 000 camions. On a plus de camions, par exemple, que toutes les autres armées du monde réunies. On a plus d'avions que tous les autres alliés réunis. D'ailleurs, c'est la France qui fournit des avions, enfin qui fournit du matériel aux Américains. Les Américains sont équipés essentiellement de matériel français, par exemple. L'arsenal des démocraties, à ce moment-là, c'est la France. Donc on a une armée qui est extrêmement moderne, qui est la plus moderne du monde. En termes de transmission, de communication, on a des années d'avance sur tout le monde. Notre aviation est au top, parce qu'on a aussi une industrie à cette époque de l'aéronautique, de l'automobile, qui est la meilleure certainement du monde à ce moment-là. Et donc on s'appuie sur ces forces, et on a une armée qui est véritablement la plus puissante. Au moment où l'armée allemande est en déliquescence complète, l'armée française est l'armée la plus puissante du monde en 1919, incontestablement. Bon, après, le problème, c'est qu'elle va rester un petit peu sur cette posture jusqu'en 1939. Un des problèmes, c'est que les Alliés ne sont pas forcément d'accord sur la ligne à suivre vis-à-vis des Allemands. En gros, il y a du côté anglo-saxon, on dit, bon voilà, on va résoudre le problème en normalisant les rapports avec l'Allemagne, donc on en fait un pays comme les autres, ça devient une démocratie, et puis bon voilà, on a des rapports normaux, puis il y a une ligne beaucoup plus dure qui dit, mais vous êtes bien gentils, mais nous, Français, nous on est voisins de l'Allemagne, et l'Allemagne est potentiellement un pays plus fort que la France, plus puissant que la France. Et donc la France, c'est un pays vaincu qui a peur, la France est un pays vainqueur qui a peur du vaincu et de sa possibilité de renaître. Et donc, au moins au départ, une ligne extrêmement dure. On occupe une partie du territoire allemand, on impose des réparations extrêmement lourdes. Il ne faut pas oublier quand même que les Allemands ont occupé une bonne partie du territoire français, qu'ils ont ravagé le territoire français, et ça dans les dernières semaines de la guerre en particulier. Et donc on en veut quand même aussi un petit peu aux Allemands. Mais ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que en réalité, à partir de 1930, nous, Français, on bascule dans la ligne anglo-saxonne et on recherche la normalisation des rapports avec l'Allemagne. Tout ce qui fait basculer les choses, c'est l'arrivée du nazisme. Au début des années 30, on est dans une phase où on se dit qu'effectivement, il y a peut-être des possibilités de paix importantes sur la durée. On signe le pacte Briand-Kellogg qui met la guerre hors la loi. On accepte que l'Allemagne fasse partie de la Société des Nations, l'équivalent de l'ONU à ce moment-là. Et donc, voilà, on est sur une phase où on se dit, bon, bah, tiens, oui, effectivement, une paix est possible, et puis en réalité, quelques années plus tard, tout bascule à nouveau, et c'est effectivement toute cette poussée nationaliste, revancharde, qui va s'appuyer sur une forme de ressentiment. En réalité, le territoire allemand de l'époque, il a été relativement peu touché. Alors, les Allemands ont souffert, ils ont souffert dans leur chair par les pertes énormes, ils ont souffert du blocus, mais voilà, l'Allemagne a moins souffert que la France en proportion, par exemple. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle, lorsque les Alliés s'entendent pendant la Seconde Guerre mondiale, ils disent cette fois, il n'y aura aucune alternative, et on écrase l'Allemagne, et on envisage même de désindustrialiser complètement l'Allemagne, ce que les Soviétiques vont faire en partie. Ils vont piquer toutes les usines qu'il va y avoir sur la zone d'action. Et donc il y a l'idée de faire de l'Allemagne, de le couper, d'en faire un pays agricole, et de neutraliser définitivement ce qu'on appelle à l'époque le militarisme allemand ou l'impérialisme allemand, donc qui est considéré comme une menace longue. Donc la lecture n'est pas forcément dire voilà, c'est la faute du traité de Versailles. Ça, c'est une lecture qui est plutôt les lectures tenues par les nazis à l'époque, et qui ont tout chargé sur les Alliés à cette époque. Voilà. Maintenant, il est vrai qu'un des problèmes, c'est que
les Alliés, et ça aussi ça va avoir des conséquences après la Seconde Guerre mondiale, les Alliés de 1918 se désunissent très vite. Les États-Unis reviennent à une politique d'isolement. Les Britanniques et les Français, bon, finalement, se dissocient assez rapidement. Alors, 1945, on va dire, ben voilà, ça c'est terminé. Ça nous a coûté, si on était resté unis, on aurait sans doute pu dissuader au moins l'Allemagne de se relancer à nouveau dans la guerre. Et donc, dès 1945, on fait des pactes de défense entre l'Angleterre, les différents pays alliés, et on a de cesse de faire revenir les Américains dans un pacte vraiment solide et d'obliger les Américains véritablement à être présents, y compris être présents en Europe. Tout ça, ce sont des conséquences directes de ce qu'on a vécu pendant toute la période qui commence en 1918 jusqu'à pratiquement début des années 30.